Aujourd'hui, on parle d'une voiture qui a gagné le titre de voiture de l'année, qui a cartonné en Europe et que beaucoup résument à une voiture de papy avec un design étrange. Sauf que la GS, c'est un truc totalement improbable. Une familiale moyenne gamme, avec une suspension hydropneumatique, 4 freins à disque, pour l'époque c'était sacrément rare, dont 2 à l'avant inboard. Ouais, comme les voitures de course, ouais. Et une aéro de malade pour l'époque, parce que c'était l'une des premières voitures dessinées à l'aide d'un ordinateur. En gros, Citroën, ils ont pris une berline normale, et ils se sont dit, et si on faisait compliqué? Chez Citroën, le mot simple à l'époque, c'est un gros mot. On est à la fin des années 60. Et Citroën est à deux extrêmes. D'un côté, la 2 chevaux, accessible, rustique et géniale dans sa simplicité, et de l'autre, la DS. Incroyable. Une voiture qui avait 20 ans d'avance, mais chère, et un peu plus haut de gamme aussi. Et entre les deux, rien. Le vide. Or, le milieu de gamme, c'est le plus important. C'est là que tout le monde vend des tonnes. Renault, Peugeot, ils écoulent tous de la voiture à plus savoir quoi en faire. Personne m'aime. Et même les constructeurs étrangers, Fiat, Opel, avant ils étaient pénalisés par des taxes, et aujourd'hui, grâce au marché commun qui commence à se mettre en place, ils deviennent de sérieux concurrents. Alors Citroën, qu'est-ce qu'ils se disent? Ok, on va faire une voiture familiale, milieu de gamme, mais à notre manière. Et quand Citroën dit à notre manière, c'est rarement un choix raisonnable, ce qui avait d'ailleurs le don d'énerver Michelin, propriétaire de la marque à cette époque-là. Citroën, ce ne sont pas n'importe qui. Le problème de gamme, ils l'ont identifié depuis un moment déjà. Et la jeunesse de la Citroën GS découle de plusieurs concepts complètement décalés. Le premier, le projet C60, qui comme son nom l'indique, est lancé en 60. Donc 10 ans avant la sortie de la GS. Pour vous dire, ils avaient compris le problème. Le projet C60, c'est un peu l'enfant qu'aurait eu une DS avec une Ami 6, si elles avaient décidé de procréer. Bien que le projet soit relativement avancé, celui-ci est heureusement abandonné pour le bien de nos yeux. Vient ensuite le projet F. F comme rien du tout en fait, il n'y a pas trop de logique. Et c'est avec ce projet que la future motorisation de la GS naîtra. En effet, ce projet est mu par un 4 cylindres à plat, refroidi par air, comme une certaine GS, vous l'avez. Le projet F utilise aussi un haillon, ce qui est assez remarquable pour l'époque. Et c'est aussi un gros souci. Quand je vous la montre comme ça, là, vous la voyez bien? Elle vous fait pas penser à une autre voiture? Un tout petit peu? La Renault 16. Et devinez qui possède le brevet pour le haillon à l'époque? Renault, bien évidemment. À la boulette. Et le projet F sera abandonné, alors qu'il était à ça, mais vraiment à ça d'être fini. Alors là, je peux vous le dire, les décideurs de Citroën, ils sont colère. Là, ils en ont marre. Objectif, sortir une voiture pour le Salon Automobile de Paris de 1970. Et on est en 67, les gars, soit 3 ans pour sortir une voiture. 3 ans. La verrait quand, cette merveille? Dans 3 siècles? Dans 3 mois. 3 mois. Et à pas cher en plus. Bah oui, Citroën, ils ont plus de sous. Alors Citroën lance le projet G, G comme GS. Bon là, il y a du sens. Et ça va être très simple. Allez, on reprend le moteur du projet F et la base technique. Dedans, on cale toutes les technologies Citroën de l'époque. On n'a plus le temps, je vous dis. Et plus d'argent non plus. On emballe le tout dans une espèce de carrosserie. Tiens, on a Robert Opron qui traîne là. Il va bien nous faire un petit design, et tada, une Citroën GS. Bon, blague à part, il y a eu beaucoup de propositions de la part de Opron au niveau du design, dont celle-ci, que je trouve magnifique. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir un petit air de Facel Vega. De toute façon, Opron, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Capable de coups de génie absolument sublimes. Oh, regardez-moi ça. Et de coups plutôt discutables, disons. Bref, je dis vague. La GS est enfin présentée en 1970. Premier coup d'œil intéressé sur la révélation auto de l'année, la GS Citroën. Une voiture, c'est, je pense, dans cette catégorie, la seule voiture qui ait une suspension hydropneumatique, comme celle de la DS. Elle est équipée d'un moteur 14 200 francs pour le modèle Club. La GS Club, la voici, en plan large, élégante, rutilante, brillante et racée. Et tu sens directement la philosophie Citroën. À une époque où la plupart des voitures sont encore assez carrées, la GS a une ligne hyper fluide, avec un CX de 0,318, ce qui est une prouesse pour l'époque, c'est bien plus que certaines sportives. Le résultat, c'est une voiture qui consomme très peu et qui glisse sur la route. Et ça, dans les années 70, c'est pas un petit détail, parce qu'avec les chocs pétroliers qui arrivent, il vaut mieux une voiture qui consomme pas trop. Le confort, c'est la signature Citroën, et il est respecté. Citroën, rendez-vous compte, a réussi à presque mettre dans toutes les mains et toutes les bourses une technologie hydropneumatique. Citroën te dit que toi aussi, t'as le droit de rouler sur un tapis roulant. Et ça fait mouche. Ça a marqué tout le monde à l'époque. Le freinage avec les 4 freins à disque,
Le freinage avec les 4 freins à disque est une chose rare pour l'époque. Les deux inboards sont une solution technique très innovante pour pouvoir réduire le poids sur les parties suspendues de la voiture, ce qui lui donne une excellente tenue de route. Tout ça fait un feeling un petit peu spécial. Les freins Citroën sont un petit peu on-off, mais couplés à la suspension hydropneumatique et à ses freins et ses solutions techniques, la Citroën GS tient vraiment très bien la route. À l'époque, ça permettait des passages dans les virages qui étaient complètement démesurés face à la concurrence. Bref, sur le papier, c'est une voiture de cadre et d'ingénieur vendue à des familles. Et ça, le public adore. Et donc tout naturellement, vient le succès. En 78, la GS est la voiture la plus produite en France, avec plus de 250 000 exemplaires. En 73, en 75, en 78, c'est la troisième voiture la plus vendue en France. Et si on comptabilise les ventes de la GSA, au total, c'est plus de 2 400 000 véhicules vendus par Citroën. Combien? Ce qui en fait encore aujourd'hui le troisième succès de la marque, derrière la 2 chevaux et la X. Pas mal quand même, hein. C'est donc tout naturellement que la GS reçoit le titre de voiture de l'année européenne en 1971. Et ça, c'est pas uniquement un trophée, c'est un message. Citroën vient de prouver qu'on peut faire une familiale, confortable, moderne, technologiquement très avancée, et accessible. À ce moment-là, Citroën a l'air d'avoir trouvé la formule parfaite. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas aussi mythique que la 2 chevaux, la Citroën Traction, la SM et les autres fleurons de la marque au chevron? Parce que la GS va aussi révéler l'éternel problème de Citroën. Une voiture géniale, à condition qu'elle soit bien comprise et entretenue. Rendez-vous compte, avec toutes les technologies embarquées, il faut qu'elle soit vraiment bien entretenue et suivie. Ça demande un entretien sérieux et un bon mécano surtout. C'est un peu le même problème qu'avec la SM, sauf que, à la différence de la SM, la GS, elle se retrouve dans les mains de personnes qui n'ont pas du tout les poches aussi profondes, croyez-moi. Et parfois, par manque d'argent, ou alors dans le petit concessionnaire Citroën du village qui était habitué à travailler sur les 2 chevaux, la fiabilité... L'hydraulique c'est formidable, mais ça aime pas du tout les bricolages. Le 4 cylindres à plat, il est super, il est conçu vraiment intelligemment, mais ça demande quand même un bon suivi et un bon entretien. Qui dit moteur refroidi par air dit des températures de fonctionnement un peu plus élevées. Et tu rajoutes à ça, selon les versions, quelques petites faiblesses, notamment pour toutes les voitures de ces années-là, la corrosion et le vieillissement de certains périphériques, l'acassillage de bord qui était un petit peu fragile, donc tout ça, je vous fais pas de dessin. Et c'est là que naît une réputation à 2 tranchants. Les gens qui l'ont eu, qui ont eu un exemplaire irréprochable et qui ont adoré cette voiture, et des gens qui ont pu l'acheter en occasion avec une voiture qui était déjà un peu fatiguée et qui regrettent amèrement leur achat. Et avec tout ça, on commence à connaître Citroën, non? Ils se sont dit, et si on aggravait encore la situation? Si je te dis Birotor, ça te parle? Non? Et si je te dis moteur Wankel? Maintenant, je te fais une liste de toutes les marques qui ont failli couler ou qui ont coulé à cause du moteur Wankel. Tiens, je te la pose là, regarde. Voilà, donc en 73, Citroën décide de sortir la GS en y mettant un moteur Wankel à l'intérieur. Sur le papier, raffinement, confort et puissance, sauf que le rotatif, ça consomme comme un trou, l'entretien et la fiabilité, mon Dieu, la fiabilité sur les moteurs rotatifs, je vous jure. Et surtout, arrive les chocs pétroliers. Et là, du coup, une petite familiale économique qui consomme comme un V6, c'est plus du tout dans le propos, quoi. Le Birotor, c'est la preuve que Citroën n'a pas peur de l'innovation, surtout quand elle est placée au pire moment. Vraiment, ils auraient pas pu faire pire niveau timing. Résultat, la Birotor se vend très peu. On parle d'environ un peu plus de 800 exemplaires. Les chiffres sont flous et je vais t'expliquer pourquoi. Citroën cherchera à en récupérer et malheureusement à en détruire une grande partie pour cacher un peu la misère sous le tapis. Ce qui fait que les survivantes sont vraiment très rares et sont un must-have pour tout collectionneur. Je rêverais de pouvoir en essayer une, juste pour voir la différence avec la mienne. Et tiens, pendant qu'on y est, tant qu'à parler des GS qui sont rares, si on parlait un petit peu de certaines éditions limitées qui sont vraiment très cool. Tout d'abord, la plus belle à mes yeux, la Citroën GS Basalt. La Basalt, elle est limitée à 1800 exemplaires pour la France. Avec les décalcos sur les côtés, quelle classe pour l'époque, et aujourd'hui ça lui donne un aspect vraiment vintage et super cool. À l'intérieur, tu peux y voir une sellerie orange vive du plus bel effet, et un autoradio d'origine, oui monsieur, la grande classe. Maintenant, je te présente la Tuner. 1500 exemplaires. Bon, en regardant l'extérieur comme ça, tu me dis, ok, une GSA peinte en noir avec un liseré bleu, mais là où est la particularité, c'est vraiment à l'intérieur. Elle est équipée de technologie hi-fi haut de gamme. Viens, je te montre. Elle reçoit plusieurs enceintes, un égaliseur, un casque. La promesse de Citroën, c'était de retrouver dans sa GSA une expérience Philharmonie. Bon, vu le bruit du 4 cylindres et l'insonorisation à l'époque, ça fera certainement rire les plus audiophiles d'entre vous. L'acoustique d'une salle de concert dans le confort de la GSA, dont la mise en marche ainsi que celle de l'équaliseur de fréquence sont des plus simples. Le bouton sur l'équaliseur
réglera la balance entre les haut-parleurs avant et arrière. Ne cherchez pas le boomer, il est sous le siège conducteur. Mais il n'empêche qu'elle est vraiment cool quand même, et c'est l'une des éditions limitées avec le plus faible taux d'exemplaires, ce qui en fait vraiment une Citroën très rare. Tiens, et en parlant de la GSA, est-ce qu'on n'en parlerait pas plus sérieusement? C'est le moment de s'y intéresser. Fin des années 70, Citroën décide de faire évoluer la GS, qui commence vraiment à être datée comparée à la concurrence. En 79, la GS est restylée, la Citroën GS devient donc la Citroën GSA, et reçoit donc un haillon, enfin, ça manquait cruellement, des pare-chocs en plastique, et un nouveau tableau de bord. Elle devient la GSA. Le haillon sur la GSA. Citroën découvre que les gens transportent des trucs. Et tous ces petits changements, mis de bout à bout, ils sont plutôt énormes. Parce que le marché, il bascule progressivement vers les petites compacts et les hatchbacks. Donc le haillon, c'était vraiment indispensable à l'époque. La GSA apporte une silhouette modernisée, des pare-chocs en plastique plus années 80, un intérieur encore plus futuriste avec les satellites très Citroën dans l'esprit. Et regardez-moi ce tableau de bord version imitation circuit imprimé. Aujourd'hui c'est un peu kitsch, mais j'adore! Ça lui donne un charme fou! On dirait presque l'intérieur des voitures dans Cyberpunk. C'est vraiment l'idée qu'on se faisait du futur à l'époque. Et c'est assez rigolo à voir aujourd'hui. Là où la GS s'est écoulée à un peu plus d'1 800 000 exemplaires, en 11 ans de carrière, la GSA c'est un peu plus de 570 000 exemplaires. Pas mal non, pour un nouveau modèle / restylage d'une voiture dont la conception datait de quasiment 20 ans. La GS et la GSA est donc un succès absolu. Les gens en France ont vraiment grandi et vous avez forcément tous quelqu'un qui a un souvenir avec cette voiture. Presque autant que la 2 chevaux ou la DS. Alors, pourquoi elle est oubliée aujourd'hui? Vraie question. Parce qu'elle est un petit peu dans une zone bizarre. C'est pas une icône populaire comme la 2 chevaux, c'est pas un mythe premium comme la DS, et elle brille pas par sa simplicité comme une petite compacte de l'époque. Elle est vraiment pas autant collectionnée. La GS GSA, c'est une voiture brillante, que tu comprends surtout quand tu l'as vécue ou conduite. Ce qui explique encore aujourd'hui que j'ai des commentaires sur la chaîne de personnes qui ne comprennent pas pourquoi je m'acharne sur cette voiture. Pour eux, ça vaut pas le coup. Vraiment, ils le pensent. Et c'est bien dommage. Parce que la Citroën GS et GSA, c'est un résumé de la philosophie de Citroën, qui est malheureusement bien loin aujourd'hui d'ailleurs. Du génie, du caractère, et parfois des caprices. Mais quand tout est réglé, sain et entretenu, c'est une expérience que beaucoup de voitures modernes ne savent plus offrir. C'est une voiture faite par des ingénieurs qui voulaient réellement inventer quelque chose. Alors si tu croises une GS propre aujourd'hui, respecte-la, parce que c'est pas juste une vieille voiture banale. C'est un moment de l'histoire où un constructeur a vraiment osé être différent. Et aujourd'hui, c'est tellement rare. Et ça, c'est beau. Alors si tu veux en voir une reprendre vie, depuis plus d'1 an, j'ai lancé une série de vidéos sur la restauration d'une club de 1980. N'hésite pas à prendre les popcorns parce que t'as une bonne série de vidéos à rattraper. Et d'ailleurs, la prochaine sort bientôt. Pour les personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne, j'ai sorti un épisode mécanique sur un boxer il y a maintenant quelques jours. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Et pour ceux qui sont pas encore abonnés à ce moment-là de la vidéo, bah vous attendez quoi en fait? Voilà, faites-le. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo mécanique. Allez, ciao!